Bonjour à tous, Morgan Alès, l'équipe de Plateau Foot Europe est ravie de vous retrouver pour une nouvelle aventure du foot européen ce vendredi. L'équipe est en place. Morgan, Franck Nounyama. Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment vous portez? Ça va? C'est le verre du Bayern, non pas du Bayern, du Werder ou lequel? Bon, pas de vert pour quelque équipe que ce soit. Si c'était le rouge, on parlerait du Bayern de Munich. Ah d'accord. Ravi de te retrouver pour ce vendredi. Le plaisir est partagé. Juste à votre gauche, elle c'est la majesté Fifi Assogavi. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue le plateau et une fois encore je salue les auditrices et auditeurs de cette émission. Comment vous vous sentez ce matin? Ça va. Ça va? Ça va. Ça va aller. Beaucoup de courage à vous. Juste à votre côté également, il y a Roméo Yetor, lui c'est le patron de la Liga espagnole. Peut-être qu'il va avoir transfert la saison prochaine. Pourquoi pas. Buenos dias Roméo. Buenos dias Angelo, bonjour à tous les auditeurs. En pleine forme? On retrouve l'équipe. Pas très fatigué. Bon, pas trop fatigué quand même, mais bon, quand on est sportif là, on est prêt à tout quoi. Non, j'aime ça. Bonjour Ezekiel Ayataï. Bonjour Angelo, bonjour à tous. En pleine forme, hein? Ça va. Ah oui, juste à votre côté, lui c'est le genou de la famille, il s'appelle Armel Waba, good morning. Morning. Comment tu vas? Très en forme. Très en forme. Comme Mourinho. Non. Et au menu du numéro 477 de Plateau Foot Europe. Manchester City ne lâche rien en Première Ligue alors que United perd encore des points dans le choc face à Tottenham lors de la 25e journée disputée en semaine. En Liga espagnole, le Real se relance en enchaînant 2 victoires. Leader tranquille, le Bayern continue sa marche en avant. Même cas de figure pour le Paris Saint-Germain en France. Le Napoli est talonné de près par la Juventus en Serie A italienne. Emmanuel Adebayor, grâce à son superbe but, permet à Istanbul Başakşehir d'être leader de la Super League en Turquie. Dossier mercato hivernal, les recrues phares ont bougé. Pour quel résultat? La question se pose. Nous faisons le point avec les spécialistes dans le débat. English Premier League News. Et nous débutons ce numéro avec la Première Ligue anglaise. Nous allons d'abord nous intéresser à ce match choc entre Tottenham et Manchester United. Oui, et la dernière fois, on a vu une belle formation de Tottenham qui a tout simplement donné une leçon de football à Manchester United. Armel Waba, Tottenham plus fort que United? Oui, dans ce match, clairement. D'ailleurs, le résultat l'a confirmé. 2 buts à 0 avec cette belle ouverture du score par à la 40e Eriksen. minute Oui, déjà? Voilà, déjà. À la 11. Assez matinal, hein? Assez matinal. Hein. Les Spurs qui ont tout de suite douché cette équipe de Manchester United. Oui. Encore sur une très belle frappe enroulée d'Eriksen qui trouve la lucarne de David De Gea. Ensuite, ça a été un match un peu, il y a eu des occasions partout, puisqu'il y avait tous les grands joueurs, d'un côté comme de l'autre. Du côté de Tottenham, on avait Harry Kane, on avait Eriksen justement, on avait Dele Alli. Et du côté de Manchester United, Lukaku, Pogba et bien sûr le transfuge d'Arsenal, Alexis Sanchez avec le fameux numéro 7 qui pour le moment ne lui a pas encore porté chance. Le deuxième but a été un contre son camp de Johnny Evans sur un centre malheureux, bien malheureux, l'anglais qui malgré lui donne... Est-il devenu attaquant? Parce que là, c'est pas un geste de défenseur. Hein. Ah oui, il voulait faire sortir le ballon, c'est des choses qui arrivent. Mais il faut noter aussi la blessure de Marouane Fellaini. C'est une blessure? C'est une blessure dans ce match. Mauvais casting pour José Mourinho. Fifi, on s'intéresse à cette rencontre-là. Manchester United, une équipe que vous aimez bien, n'a pas du tout existé dans la partie. Oui, n'a pas du tout existé. Je crois que Tottenham mérite sa victoire. Oui. Mais en même temps, Chelsea n'a pas su profiter et Manchester reste quand même deuxième au classement. Mais encore une fois distancé par City, je crois, de 15 points. Et je crois que c'est pratiquement fait maintenant pour la Première Ligue. Maintenant, vous parlez de Fellaini qui s'est blessé seulement 7 minutes après son entrée en jeu. Et on parle de blessure, quand même au genou, mais en même temps, on dit qu'il pense déjà à la Coupe du Monde. Il a voulu
faire beaucoup de précautions. On a voulu faire beaucoup de précautions. Il est sorti. C'est vrai qu'il ne joue pas beaucoup. Il traîne une blessure au genou. Mais il n'a pas voulu trop forcer également parce que, quelque part, il veut aller à la Coupe du Monde. Et on va s'intéresser à cet effectif de José Mourinho, que de grands, que de bons joueurs. Mais la dernière fois, sincèrement, on a vu une équipe sans envie, sans rien du tout. Et c'est la philosophie de jeu de José Mourinho qui parfois plonge complètement les Red Devils. Vous savez qu'il a de très 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 bons joueurs dans presque tous les compartiments du jeu. Maintenant, sa philosophie fait que le jeu devient béton. On n'a pas envie de prendre l'initiative, on laisse le jeu à l'adversaire et on a envie de procéder par contre ou bien de profiter des moindres occasions qui vont se présenter. Donc la dernière fois, Tottenham a connu l'affaire, a été très réaliste et puis 2-0 sur l'ensemble du match. Il n'a rien à reprocher à Tottenham, mais Manchester déçoit de par sa philosophie de jeu, déçoit par rapport à son effectif. On aurait pu mieux faire avec un tel effectif. Maintenant, à la fin, Mourinho a été très furieux. Il a chargé un tout petit peu ses joueurs, disant qu'il connaissait parfaitement les points forts de Tottenham et qu'on pouvait sur le terrain prendre les dispositions pour éviter cette défaite. Mais l'irréparable est fait. Je crois qu'ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Roméo, Tottenham, une belle équipe qui... Oui, par moments également souffre à la fois le chaud et le froid. Oui, dans cette rencontre, on a constaté clairement que Tottenham était plus fort, plus costaud que Manchester United. Franck vient de le dire. Les Red Devils ont de très bons joueurs, surtout avec l'arrivée de Sanchez. On avait pensé qu'il pouvait apporter quelque chose à cette formation. Mais le problème de Manchester United... Début raté pour Sanchez ? Oui, début raté. C'est un match. Il a raté son début, peut-être qu'il va se rattraper pour le deuxième match. Mais je crois que c'est un problème tactique pour José Mourinho. Quand vous regardez bien le match, Paul Pogba, lorsqu'il évolue avec un milieu à 3, il est très performant. Il joue bien son rôle de relayeur, mais quand on veut jouer un milieu à 2, ça lui pose 2 problèmes parce que là, il devient récupérateur. Et dans cette configuration-là, il n'est pas à l'aise. L'entrée de Sanchez a perturbé un peu le jeu de Manchester United. Certes, les joueurs étaient très mauvais avant l'entrée donc de Sanchez, mais avec son entrée, on a constaté que les Red Devils n'existaient pratiquement plus. C'est Tottenham qui fait le jeu. Et après le match, il a bien chargé Paul Pogba. Il avait d'ailleurs eu une discussion assez agitée avec le joueur. Il a passé beaucoup plus de temps sur les pelouses que dans les salons de coiffure. Voilà, donc Paul Pogba, vous savez, ça fait 36 matchs sans défaite pour lui avec Manchester United. Oui. Et cette défaite, je crois qu'il a mal reçu. Ah oui, c'est une défaite qui n'arrive pas au bon moment. Vous êtes en blanc comme la couleur du maillot de Tottenham. C'est une formation qui séduit, mais sauf que la régularité, la constance n'y est pas souvent. Oui, c'est vrai que c'est une équipe qui n'arrive pas depuis le début de la saison quand même dans les gros matchs, parce que sur les 5 rencontres face aux équipes de haut de tableau, Tottenham n'a pris que 3 petits points. Donc c'est quand même compliqué pour cette équipe face aux gros. C'est le premier succès de Tottenham face à un concurrent direct dans ce championnat, ce qui explique naturellement la position de Tottenham. Mais dans ce match-là, je pense que c'était en face une équipe mal organisée. Ça, faut le noter, surtout avec une défense qui ne rassurait pas du tout. Phil Jones, qui a d'ailleurs marqué contre son camp, n'était véritablement pas dans ce match. On a du mal à s'aligner dans cette défense. Donc, Tottenham a tout simplement profité de cette mauvaise organisation de Mourinho et de ses hommes dans ce match-là. Et surtout qu'au milieu de terrain, ce qui devrait normalement faire la force de Manchester United était devenu une faiblesse, malheureusement. Et donc, je pense que Mourinho a du pain sur la planche dans ce championnat-là. Finalement, on a l'impression que Manchester joue le championnat face aux autres et oublie City, c'est-à-dire on ne joue plus pour le titre, mais on joue peut-être juste pour cette deuxième place-là ou pour une place qualificative en Ligue des Champions. Et vous tendez si bien la perche. On va s'intéresser à City qui, non sans peine quand même, s'est imposé 3-0 avec un bon Sergio Aguero et Kevin De Bruyne. Bien sûr, et dire que ce joueur, il est inconstant, plus souvent perturbé par les blessures. Oui. Mais City a encore compté sur l'Argentin, surtout que Gabriel Jesus est blessé depuis un moment. Oui. Victoire à l'arrivée sans forcer.
face à une équipe de West Bromwich Albion bien dépitée, 3-0. Donc ça profite à City qui fait le trou désormais, 15 points. Désormais qui sépare City et United. On va également s'intéresser à une autre affiche, celle qui a opposé Swansea, qui recevait les Gunners. C'est une affiche ? Oui, c'est une affiche. Tu verras qu'à la fin, c'est une affiche. C'est finalement. Allez-y, Armel. C'est finalement puisque le dernier de la classe a battu le 6e. Arsenal avec Eric Mkhitaryan, malgré la présence de l'Arménien. Les hommes de Vergen n'ont pas dompté cette équipe galloise-là qui, la semaine passée, a également infligé une défaite à Liverpool. Liverpool, justement, qui se déplaçait à Huddersfield. L'autre club en difficulté, c'est Huddersfield de Steve Mounier. Notre ami, ça ne va pas. Ça ne va plus. Voilà. Désormais, Huddersfield frôle plutôt, excusez-moi, la zone rouge, battue encore par Liverpool 3-0, notamment avec l'inévitable Mohamed Salah. Et on va avoir des nouvelles de Chelsea, ça va pour cette formation de Chelsea? Non, ça ne va pas aussi. Chelsea douché à Stamford Bridge par l'équipe de Bournemouth. Les points sont maintenant très chers. On sait que ces équipes-là qui luttent pour soit le maintien ou même dans la zone de relégation sont souvent difficiles à cette période de la saison à jouer. Chelsea l'a pris à ses dépens. Everton, enfin, la résurrection un tout petit peu pour les coéquipiers de Wayne Rooney qui se sont imposés face à Leicester. Premier coup d'arrêt pour Claude Puel et ses hommes en déplacement. Et pendant ce temps, du côté de Leicester, il y a le courroux, la colère de Riyad Mahrez. On va en parler tout à l'heure dans le débat des spécialistes. D'autres résultats enregistrés pour cette 25e journée de Première Ligue. Oui, West Ham qui fait un but partout face à Crystal Palace. Southampton également le même résultat. Stoke City et Watford se sont séparés sur un nul et vierge de 0 but. Partout. Désormais au classement, on l'a dit, City dépasse United de 15 points. Liverpool, 50 points égalité avec Chelsea malgré la défaite. Tottenham en 5e, Arsenal 6e. Leicester 8e. Il faut s'intéresser à la 17e place de Huddersfield, 24 points. Southampton, Swansea, West Bromwich Albion, si le championnat s'arrêtait là, repartent en championship. Buteur de cette première ligue, Harry Kane, malgré qu'il soit muet ce week-end, il est toujours le premier. 21 buts en 24 matchs. Mohamed Salah, 19 buts en 24 matchs. Sergio Kun Aguero, l'ancien gendre de Maradona, qui a désormais 17 buts en 20 matchs. Raheem Sterling réalise sa saison la plus réussie. 14 buts pour le Jamaïcain d'origine en 23 matchs. Et puis, il y a une tête qui se fait voir, Jamie Vardy. On l'avait pratiquement oublié. Il était bien visible lors de la saison 2015-2016. Voilà. Allez, samedi, on aura la 26e journée de la Première Ligue. Avec notamment Arsenal, Everton, Leicester, Swansea. Attention à Leicester, Swansea ces derniers temps. Voilà, dimanche, on aura Crystal Palace, Newcastle. Le gros match ce week-end, c'est Liverpool qui va accueillir à Anfield Tottenham. Et puis lundi, on ferme cette 26e journée avec Watford, Chelsea. Sans oublier que Manchester United joue samedi face à Huddersfield de Steve Mounier. Thanks so much, Mr. Armel Waba. On ferme la parenthèse de la Première Ligue anglaise et on file en... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Así suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. El tiempo de la Liga Española, grande partie de nosotros, Valencia et Real Madrid. On sent qu'il y a eu beaucoup de buts dans cette partie. Roméo, est-ce que la joie est de retour dans la Maison Blanche? Progressivement, après avoir passé un 7-1 à la Corogne, on passe 4-1 à Valence. Je crois que c'est bien pour les joueurs, c'est bien pour les fans, puisque le 14 février arrive à grands pas. Donc il faut se remettre en cause, il faut remotiver donc le groupe. Et avec cette victoire éclatante du Real Madrid, c'est très intéressant. Et ce qui nous a marqué particulièrement dans cette rencontre, c'est que tous les secteurs du Real, tous les secteurs ont marqué. L'attaque, la défense et le milieu. Cristiano Ronaldo doublé. Il manquait le gardien. Bon, la défense, le gardien aussi fait partie de la défense. Donc, Marcelo également a marqué. Donc, ça fait 4 pour le Real Madrid. Cristiano qui a eu un petit bobo qui s'est servi d'un téléphone portable pour regarder si la blessure est profonde.
Je pense que c'est très bien hein, parce que le public retrouve la joie. Ça va beaucoup plus motiver les joueurs pour se préparer davantage pour la Ligue des Champions quand on sait que la Liga, c'est parti. Ézéchiel, est-ce que le Real fait bien d'enchaîner avant le gros match face au Paris Saint-Germain? Il le faut se remettre en confiance avant ce match-là. Et pour ce faire, on a besoin de victoire du côté de la Casablanca. Donc, ce qu'ils ont fait, je pense, avec la manière, ceux qui ne trouvaient plus le chemin défilé l'ont trouvé. Donc, ça remet en confiance, même si c'est sur penalty, ce sont des buts. Donc, je pense bien que le Real, après cette défaite ou cette élimination, justement, en Copa del Rey, devrait gagner. Donc, ce que le Real a fait après le 7 buts à 1. Donc, je crois que c'est bien pour le Real Madrid. La confiance peut-être revient peu à peu, mais pour mesurer cette confiance-là, il faut voir le Real face à un gros ou à une équipe plus solide, à l'instar du Paris Saint-Germain. Donc, le plein de confiance doit se faire en championnat avant ce match-là. Donc, il y a le week-end qui arrive également où il va falloir encore gagner. Ah oui, gagner, c'est le mot d'ordre avec Zinedine Zidane qui retrouve peu à peu, on peut dire, de la réussite. C'est bon pour le moral de ces Madrilènes-là parce que dans 2 semaines, ils affrontent le Paris Saint-Germain. Je sais qu'en Liga, c'est déjà fait et ils ne pourront plus revenir à hauteur du Barça, mais c'est quand même prendre la confiance avant ce match-là, c'est important. Maintenant, il faut aligner les victoires. On espère que ça va encore venir ce week-end avant pour pouvoir leur permettre de se mettre en condition avant le Paris Saint-Germain. Franck, Cristiano qui se remet à enchaîner des buts, est-il en train de vouloir quand même, on peut dire, confirmer ou bien réaliser son vœu de finir Pichichi en fin de saison? Oui, il est en train de marquer et c'est son rôle sur le terrain. Maintenant, ce sera très difficile de pouvoir combler le trou qui le sépare de Lionel Messi. C'est vrai qu'en football, tout peut arriver, ça va très vite. Mais non, il est en train de revenir, il gagne peu à peu en confiance, autant que l'équipe elle-même. Je crois que le fait d'avoir mis 7 à Deportivo et puis 4 à Valence la dernière fois va quand même ramener la confiance un tout petit peu dans la maison. Sauf que j'ai envie de dire que l'irréparable est déjà fait en Liga. Ils ne peuvent plus revenir. Maintenant, la confiance revient peu à peu avant le très important match contre le Paris Saint-Germain. Je pense que lorsqu'on est dans un club, dans une équipe, à quelques jours, à quelques semaines d'une telle compétition, d'une telle rencontre, lorsqu'on gagne, ça fait toujours du bien et ça amène la confiance. Roméo, l'autre club également de Madrid, a gagné. Oui, l'Atlético qui a passé 3-0 à Las Palmas. Bon, l'un des mauvais élèves de la classe, Griezmann, Torres et Partey, le Ghanéen, ont marqué pour Atlético Madrid. En football, on dit souvent qu'il faut être patient et le FC Barcelone l'a si bien démontré l'autre fois face à Alaves. Barça mené dès la 23e minute. Ils ont poussé, mais ils étaient restés assez patients. Et à la fin, Suarez qui égalise à la 72e minute. Et puis Léo Messi qui a marqué le deuxième but à la 84e. Léo Messi qui a fait un très grand match. Messi prouve encore une fois qu'il porte le Barça. Et quand il est en forme, le Barça roule. Donc ça fait 2-1 pour le FC Barcelone jusqu'à présent qui compte assez de points. Ça fait 15. C'est l'Atlético, le deuxième. Voilà, l'Atlético qui est deuxième. Le Real qui garde toujours la 4e place avec un match en moins. Voilà donc la situation. Avant que vous continuiez, on va s'intéresser à ce bijou de coup franc de Lionel Messi. Le match Cristiano-Messi au niveau du Pichichi, vous pensez que ça peut tenir le coup? Messi est à 20 buts, Cristiano est à 8. Si seulement on à 8 ou à 9 si seulement on était à la télé, vous auriez vu le geste d'Ezequiel Ayataï. Voilà, il a remué la tête. C'est un faux débat. Il y a pas, cette saison, il n'y a pas de possible bataille en ce qui concerne le titre de Pichichi. Messi a tellement pris d'avance. Si cela arrivait, ce serait une catastrophe. Mais on n'oublie pas que c'est possible. Peut-être une blessure de Messi. Pourquoi pas? Peut-être. Surtout que CR7 nous a promis cela. Voilà. Il a dit qu'il peut y arriver. On va voir. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, il se rappelle de ça. Oui. Et donc, ça doit le motiver. Ça le booste.
ça doit le booster. Oui, Roméo, à vous la parole. D'accord, les autres résultats lors de la 21e journée. Leganés a battu Espanyol Barcelone 3-1. Oui. Villarreal corrige la Real Sociedad 4-2, 0-0 entre Malaga et Gérone. La Corogne et Levante 2 buts partout. Celta Vigo est venu à bout de Betis Séville 3-1 entre FC Séville et Retafe. Athletic Bilbao et Eibar également se neutralisent 1 but partout. Au classement, Barça garde la première place avec 57 points, 46 pour Atlético Madrid 3e, Valence 3e avec 40 points, 4e le Real Madrid avec 38 points, 37 pour Villarreal 5e, 6e Séville 33 points, Retafe occupe la 9e place avec 28 points. Dans le bas du classement, 18e La Corogne 17, 14 pour Las Palmas 19e et puis Malaga 13 points à 20e. Buteur, Messi, 20 buts en 21 matchs. Oui. Luis Suarez, 16. Et puis Aspas de Celta Vigo à 14 réalisations. La prochaine journée, la 22e. Ça démarre ce soir avec Real Sociedad La Corogne. Demain samedi, Eibar Séville. Alaves joue contre Celta Vigo. Real Madrid en déplacement chez Levante. Dimanche, Retafe, Leganés, Espanyol Barcelone contre le FC le Barcelone, le derby. Souvenez-vous en Coupe du Roi, Espanyol Barcelone avait battu à l'aller le Football Club Barcelone. Retafe, Gérone joue contre Athletic Bilbao. L'Atlético Madrid reçoit Valence. Et puis lundi, en clôture de cette 22e journée, Las Palmas sera face à Malaga. Le match choc de cette 22e journée en Liga, c'est l'Atlético Madrid face à Valence, le deuxième qui joue contre le troisième. Ouais. Ézéchiel, vous voulez ajouter un mot avant de passer à d'autres choses? Non, c'est pour parler de la forme de Luis Suarez, qui a quand même marqué sur les 8 dernières journées de championnat. Donc ça explique également la forme du Barça, parce que dans le jeu, le Barça ne convainc pas forcément à tous les matchs, mais le Barça s'en remet, je dirais, à Luis Suarez, qui retrouve peu à peu sa forme au duo Suarez-Messi. La dernière fois, on a vu la titularisation difficile de Coutinho. Un début compliqué. Oui, ça a été un début compliqué, qui n'avait pas de repères dans cette équipe. Est-ce que le stade est plus grand que le joueur? Non, je pense qu'il a peut-être besoin d'un temps d'adaptation pour se fondre dans la masse. Parce qu'on a remarqué que c'est à sa sortie qu'on a retrouvé le Barça la dernière fois. Donc, Valverde doit chercher le poste qui lui convient, comme il faut. Mille merci, muchas gracias, señor Romeo Yetor. Cette fois-ci, on va aller de l'autre côté. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Wir sprechen über das Bundesliga. Nous parlons du championnat allemand de football avec le Bayern qui règne tout simplement en seigneur. Oui, pour l'instant, pas d'adversaire possible pour le club bavarois qui aligne des victoires sur victoires. La 20e journée qui a été disputée la semaine dernière. On a ce match entre Francfort et Mönchengladbach. Victoire de Francfort 2-0. Le Bayern qui s'est promené devant Hoffenheim. Quoique cette équipe ait été menée justement avant. Donc 5-2 à l'arrivée. Lewandowski, Boateng, Coman, Vidal et puis le nouveau venu Sandro ont marqué pour le club bavarois. Stuttgart a perdu à domicile devant Schalke 04. 0 but contre 2. Le Borussia Dortmund n'a pas su faire la différence face à Fribourg. À l'arrivée, c'est 2-2. C'était le dernier match de l'international gabonais. Et c'est un tout petit peu sifflé avec des banderoles sur lesquelles on pouvait lire aucun joueur n'est au-dessus du club. Un message directement adressé à l'international gabonais. Et puis son départ finalement pour Arsenal qui a créé d'autres mouvements. Giroud qui quitte Arsenal pour Chelsea. Et puis Batshuayi qui quitte Chelsea pour le Borussia Dortmund. Leipzig, Hambourg, 1 but partout. Cologne, Augsbourg, 1-1 aussi. Werder Brême et Hertha Berlin n'ont pu se départager. 0 but partout à l'arrivée. Bayer Leverkusen 2, Mayence 0. Hanovre du Togolais Illas Bebou a perdu à domicile devant Wolfsburg, 0 but contre 1. C'est 22 buts au total marqués au cours de cette 20e journée, une moyenne de 2,4 buts par match, 5 victoires dont 2 à l'extérieur et puis 4 matchs nuls. Au classement, on a le Bayern qui est en tête avec 50 points.
Il est suivi du Bayer Leverkusen, deuxième 34 points. C'est un fossé. 16 points de différence entre les deux clubs. Schalke 04, troisième, 34 points aussi. Quatrième Francfort, 33 points. Cinquième Leipzig, 32 points. 14e, nous sommes en bas de tableau. Stuttgart, 20 points. 15e, Mayence, 20 points aussi. 16e, Werder Brême, 17 points. 17e, Hambourg, 16 points. Et puis, Cologne qui ne quitte pas sa place préférée, 18e avec 13 points seulement. Les buteurs, Robert Lewandowski doit pouvoir applaudir le départ de Pierre-Emerick Aubameyang puisque c'est lui qui arrive un peu à le suivre. Il a 18 buts, le Gabonais a 13 buts et puis en troisième position on a Alfred Finn Bogasson d'Osbourg, 11 buts marqués après 20 journées. Et la meilleure attaque c'est toujours le Bayern, 49 buts. La meilleure défense est également pour le club bavarois, 16 buts encaissés en 20 journées. Et on va s'intéresser à cette formation du Bayern qui aussi peut être menée dans une partie. Ce Bayern-là est friable aussi par moment. Par moment, mais depuis le changement d'entraîneur, en début de saison, on avait quand même remarqué que le Bayern souffrait et on se demandait est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de recrutement, est-ce que c'est parce que les joueurs sont vieillissants. Mais depuis l'arrivée de l'entraîneur de Jupp Heynckes, bien sûr, on a revu un nouveau Bayern de Munich qui marche surtout, même si par moment, Bayern peut être mené au score, mais à la fin, c'est toujours le Bayern qui gagne. Comment vous l'expliquez? Les mêmes joueurs sont là, ça ne marchait plus, quelqu'un d'autre arrive. Oui, c'est peut-être le discours de l'entraîneur. Les joueurs ne faisaient plus confiance à Ancelotti. L'autre là, il ne parlait pas allemand, c'est ça? Non, peut-être la teneur du discours, le message véhiculé, peut-être que Heynckes est arrivé à devenir un psychologue, on ne sait pas, à pouvoir dire quelque chose de nouveau aux joueurs, pouvoir les galvaniser davantage. Parce qu'on a pratiquement les mêmes joueurs que sous Ancelotti et on se rend compte que c'est maintenant mieux. On retrouve le Bayern qui est maintenant pratiquement à 16 points de plus que le second. C'est incroyable. C'est incroyable et j'espère que le Bayern est parti pour gagner encore le championnat. Mais ce qui est l'étape, c'est décevant, c'est Borussia Dortmund qui n'est même pas parmi les 5 premiers. Sixième, pas parmi les 5 premiers, c'est quand même surprenant. Si on se rappelle qu'au début du championnat, à un moment donné, le Borussia était leader entre-temps. Du championnat, c'est qu'il y a un problème qu'il faut rapidement régler de ce côté-là. Oui, depuis l'arrivée de Jupp Heynckes, ça fait quand même 18 victoires sur 19 matchs. Pour le Bayern Munich, donc il n'y a rien à dire, c'est l'équipe du moment, c'est l'homme de la situation. Donc déjà le Bayern qui pense à la saison prochaine. Vous savez qu'il est là juste pour une mission, c'est-à-dire finir champion et peut-être aller un peu loin. Finir le championnat. À la fin de la saison, il repart, c'est ce qu'il a dit. Mais on veut déjà le convaincre de rester. Le président qui dit qu'il n'a pas de plan B. Donc, qu'il veut qu'il continue, donc il va le convaincre à rester. Et l'autre, Karl-Heinz Rummenigge, qui dit, lui, il veut un Allemand à la tête du Bayern. C'est qui cet Allemand-là? Donc, allez-y comprendre. On se rend compte également que du côté de Hanovre, du Togolais Ilas Bebou, par moment ça marche, mais ces derniers temps, c'est compliqué pour la formation de Bebou. Nous sommes dans la seconde phase. Et là, les points sont très importants. Chaque club veut gagner pour assurer son maintien, ce qui fait que certains matchs sont assez compliqués. Les équipes qui sont beaucoup plus motivées, qui redoublent beaucoup plus d'efforts, arrivent à gagner avec Ilas Bebou. On espère vivement que l'équipe va se maintenir pour permettre également aux Togolais de rester en Bundesliga et peut-être faire une meilleure saison et changer d'air, pourquoi ne pas aller en Angleterre. Vivement, et surtout le Hanovre 96 est actuel 10e de la Bundesliga avec 27 points. Un mot sur cette Bundesliga ou rien d'autre et on passe la parole à Yaman. Peut-être la méforme également d'Hambourg. Bien sûr, un club mythique. Un club historique. Historique, mais je ne comprends pas. C'est un peu à l'image de Saint-Étienne en France. Oui, tout à fait. Donc, à un moment dans le football, il n'y a plus l'histoire qui compte. Vous pensez? Oui, il faut renouveler les choses, il faut d'autres visions. L'histoire compte. Ah oui, non, je dis le Real ne serait pas le club le plus mythique. Voilà. L'histoire
par contre. Justement. L'histoire parle. Il veut parler de l'instant présent. Oui, de l'instant présent, ce n'est pas l'histoire qui joue, quoi. L'histoire ne fait pas gagner un match. Voilà, c'est ça. Merci. Marseille aussi a fait quelque chose. Hein. Oui, avant de revenir sur la journée qui va commencer aujourd'hui, il faut dire que Youpenkes connaît bien la maison. Oui. Sa réussite, quelque part, se base un tout petit peu sur le tempérament même de l'entraîneur. Quand il arrive, c'est la discipline ou rien. Carlo Ancelotti voulait faire la même chose, mais il s'est mis les joueurs à dos. C'est ce qu'il a tué à la fin. Vous prenez Youpenkes quand il arrive, moins de sorties, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas cela, et il le dit avec beaucoup de, j'allais dire, de fermeté. Oui, de fermeté. On le connaît bien, c'est un Allemand, il ne badine pas sur la discipline. Je crois que quand il est arrivé, le groupe était un tout petit peu éparpillé, il a réussi quand même à ramener tout le monde autour de l'objectif du Bayern et de l'image du Bayern. Voilà pourquoi aujourd'hui ça marche. Maintenant, par rapport au match de la dernière fois où ils sont menés, avant de revenir pour on va dire corriger l'adversaire du jour. Vous savez que dans un match de football, il suffisait de repousser un pion de là à de l'autre côté pour que tout bascule. Voilà, je crois que c'est un peu aussi la force de Youpenkes et il sait si bien le faire. Voilà pourquoi le Bayern, pour l'instant, domine, on va dire, la Bundesliga. Outrageusement. Voilà. Et la 21e journée qui commence dès ce soir avec ce match entre Cologne et le Borussia Dortmund. Mais c'est le dernier, quand même, entre le 6e et le dernier. On va dire, a priori, que le Borussia Dortmund, même s'il a des problèmes, peut gagner. Le roi a perdu sa couronne, mais la démarche. Donc, l'autre match, c'est Schalke 04 Brême. Wolfsburg joue contre Stuttgart. Mayence contre le Bayern de Munich. Fribourg reçoit Bayer Leverkusen. Hertha Berlin sera face à Hoffenheim. Mönchengladbach, Leipzig, Augsbourg, Francfort et puis Hambourg à 9,96 d'Ilas Bebou. Dankeschön, Herr Nuyama. On va aller au pays où la fédération de football n'a toujours pas de président. Di Natale 22 gol in questo campionato. Serie A italiana. E poi Floro 2-0 Udinese, questa volta il gol è buono. Et nous évoquons la Serie A italienne, mais bien avant de retrouver, le patron de ce championnat, nous allons nous intéresser à ce match entre le Napoli et Bologna. Quand on suit le live côté italien, Ezekiel... Je croyais que c'était seul en Espagne ou en commentateur. Mais on fait mieux ailleurs. Tout est dit dans le live. Oui, c'est dans ce match, le Napoli a montré encore une fois qu'il est imperturbable. Puisque juste après 30 secondes de jeu, le Napoli a encaissé un but grâce à Rodrigo Palacio. L'ancien de l'Inter. L'ancien de l'Inter. Ce n'est pas grâce pour le Napoli. Comment? Tu as dit grâce. Ce n'est pas grâce pour le Napoli. Non, pour Bologne, bien sûr. Oui, le Bologne qui mène au score grâce à Rodrigo Palacio. Voilà, donc, mais rapidement dans ce match-là, on a vu que le Napoli a de la ressource. Tout de suite, le Napoli qui revient au score 4 minutes après. Et dans la foulée, c'était le festival Dries Mertens qui a réussi un doublé. Oui, un doublé pour permettre au Napoli de s'imposer 3-1 et d'aligner une 6e victoire consécutive. Donc, naturellement, le Napoli qui reprend son bien, qui reprend donc la tête de ce championnat, qu'il a cédé entre-temps à la Juve. La Juve derrière qui s'est imposée également 2-0. Grâce à Khedira et Gonzalo Pipita Higuaín. C'est pas tous les jours que Khedira marque, mais quand tu le fais, c'est décisif. Voilà, donc la Juve qui s'impose 2-0. On parlera également du Milan AC qui était opposé à la Lazio dans le gros choc de cette 22e journée. À l'arrivée, c'est une victoire du Milan, 2-1 grâce à Cutrone et puis Bonaventura. Et de l'autre côté, un but de Adam Marozic. Voilà, donc le Milan s'impose. Et derrière, que s'est-il passé? Oui, des nouvelles de la Roma? Oui, la Roma. La Roma ne va pas bien, compliqué. Tout simplement. On dira, puisque la Roma à domicile a perdu face à la Samp. 0 but contre 1. Et l'autre équipe du Milan, l'Inter aussi, qui ne va pas fort. Un match nul face à Spal. Une équipe autant mal classée. Oui, Spal qui est dans la zone rouge. Oui, bien sûr. Une équipe autant mal placée qui contraint l'Inter au partage des points. Donc, ça veut tout dire. Et que dire de la grosse désillusion de la Fiorentina qui a été corrigée à domicile par le Hellas Vérone, 4 buts à 1.
Donc c'était la journée des mal classés. Des mal classés. Et donc au classement, c'est le Napoli qui garde la tête de ce championnat avec 57 points. Juste à une longueur se trouve la Juve, 56 unités. La Lazio qui est sur le podium avec 46 points. L'Inter au pied du podium avec 44 points. 41 pour la Roma 5e, la Samp 37 points 6e et le Milan qui revient à la 7e place avec 34 points, 8e l'Atalanta et puis Torino qui ferme le top 10 avec 32 points, la Fiorentina qui sort du top 10 désormais 11e et puis premier non relégable Crotone 19 points et 18e dans la zone rouge donc Spal 17 points, le Hellas Vérone 16 points 19e et puis Benevento 7 unité. Avant de s'intéresser à la meilleure attaque et autres informations, Franck Lunyama, comment est-ce que vous comprenez aujourd'hui ce championnat très très serré? On a l'impression que la Juve n'est plus seule au monde. Oui, ce n'est plus comme les saisons précédentes où les Bianconeri ont tout dominé et ont raflé beaucoup de titres en Italie. 6 titres d'affilée, c'est ça, de championnat? 6 scudetti, c'est ça? 6 titres, oui. 6 titres d'affilée. Donc aujourd'hui, la Juve est un peu au ralenti. La faute à un réveil de Naples, la faute à un réveil de Lazio également. Vous voyez le classement, c'est un peu serré, mais c'est l'AS Roma qui est un peu lâché dans ce classement. Aujourd'hui, la Juve n'a plus la même verve, n'a plus peut-être les mêmes joueurs. Il y avait les Pogba qui ont joué, qui ont apporté plein de choses à cette équipe. J'ai comme l'impression qu'il y a un relâchement et qu'il faut renouveler plein de choses pour permettre à la Juve de revenir au sommet. Maintenant, ils sont j'allais dire, accrochés, ils font face à des oppositions assez farouches dans le championnat. Je crois que à un moment donné, ça arrive à un club qui a connu, on va dire, la gloire sur plusieurs années. Je veux pas dire le déclin pour cette équipe de la Juventus, mais je crois qu'il manque aujourd'hui quelque chose à cette équipe pour répéter les mêmes performances. Roméo, on se rend compte également que du côté de Milan AC, ça revient peu à peu. Les Rossoneri sont aujourd'hui à 7 points d'une place européenne. Ça peut le faire en fin de saison? Oui, ça peut le faire, surtout que Milan aussi a compris qu'il faut maintenant renouveler l'équipe, apporter beaucoup plus de moyens, avoir des joueurs capables de jouer sur le plan européen. J'ai l'impression qu'en Italie, c'est du renouveau. Et Napoli qui a affiché cette résistance face à la vieille dame, ce n'est pas facile après avoir échoué 2 fois en finale en Ligue des Champions. Les joueurs psychologiquement sont atteints. Et surtout que la Juve a aligné 6 titres d'affilée en Italie. Pratiquement, on se demande encore un 7e titre. Qu'est-ce que ça va changer? On court derrière la Ligue européenne, n'arrive pas à gagner. Donc, je crois qu'il faut également renouveler cette formation. Ça va être progressif, certes, mais moi, j'admire la résistance qu'affiche le Napoli. Oui, mais la vieille dame ne va pas autant mal que ça, parce qu'il n'y a qu'un seul point qui sépare la Juve du Napoli, mais le 3e au classement est quand même à 10 points de la Juve. La Lazio qui le championnat se joue à deux niveaux. Je pense qu'il n'y a que deux équipes qui sont là pour le titre, donc la Juve reste encore en course. Si la Lazio a 10 points de retard sur la Juve, je ne vois pas quand même la Lazio venir encore dans cette course au titre. Donc il n'y a que la Juve et le Napoli qui vont jouer ce titre-là. Et la Juve qui est également en demi-finale de la Coupe d'Italie. La Juve qui est double tenante du titre au niveau de cette Coupe d'Italie. La Juve est en demi-finale et s'est imposée lors de la première demi-finale aller à 0 en déplacement face à l'Atalanta. Donc la Juve qui reçoit au retour, je pense que la Juve sera encore en finale. Et de l'autre côté, il y a le Milan C et la Lazio qui sont en demi-finale et ce sont les 2 dernières équipes que la Juve a battues lors de ces deux dernières finales. Ça veut dire que la Juve va remporter la Coppa d'Italie. La Juve va remporter, ça on ne le dira pas, mais la Juve est encore bien placée pour jouer une nouvelle finale de la Coupe d'Italie. La Juve peut encore gagner le championnat. Oui, mais l'inquiétude là-bas, c'est que la Juve ne donne plus le rythme. Sur les saisons passées, c'est la Juve qui menait la danse. Et largement. Largement d'ailleurs. Cette saison,
on a constaté que parfois ils sont relégués à un point ou deux, ça peut toujours faire la différence. Ah oui. Alors que les saisons précédentes, c'est les Bianconeri qui sont devant, et qui ne lâchent rien et qui sont en avance d'au moins 5-10 points. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. C'est là où se trouve un tout petit peu l'inquiétude pour la Juventus. Armel? Oui, si la Juve en est là, c'est aussi parce que les confrontations directes avec ceux qui jouent le titre avec cette équipe de la Juve tournent cette saison plus ou moins à la faveur de la Juve. Avant, c'était une domination totale. La Juve pouvait battre la Roma à l'aller tout comme au retour. Donc aujourd'hui, ces équipes-là aussi se sont préparées pour ça, du moins le Napoli. Et même déjà au début de la saison avec la Super Coupe d'Italie, on a vu tout le mal que la Juve a eu face à la Lazio Rome. Il ne fallait pas prendre Gonzalo Higuaín. Et on dirait que Naples se venge du départ de Gonzalo Pipita Higuaín, mais bon, ça reste entre parenthèses. Il ne faut pas oublier que le départ de Gonzalo Higuaín a fait rentrer beaucoup de sous dans les caisses du Napoli, qui a fait des recrutements réfléchis, un très bon casting. Donc c'est une équipe plus solide cette saison du côté du Napoli qui arrive à tenir tête à la Juve, mais le championnat est encore long, donc attention. Et ce qui est curieux, Ézéchiel, dans votre championnat, l'équipe qui a la meilleure attaque n'est pas leader du championnat. Oui, c'est quand même surprenant, puisque c'est la Lazio qui a la meilleure attaque de ce championnat, et la meilleure défense reste le Napoli qui est en tête de ce championnat. Donc, le caténation de retour. Oui, il suffit de ne pas encaisser assez de buts pour être leader de ce championnat, même si on marque pas. La suite avec vous, Ézéchiel. Oui, on parlera donc du classement des buteurs. En tête, on a Ciro Immobile de la Lazio qui a 20 buts. Mauro Icardi de l'Inter Milan, 18 buts. Et puis le troisième, Quagliarella de la Samp qui a 16 unités à son compteur. La 23e journée démarre demain samedi avec le match Samp-Torino et puis Inter-Crotone. Les autres matchs ont lieu dimanche. Hellas Vérone reçoit l'AS Roma. Le Milan se déplace chez Udinese. La Juve reçoit Sassuolo. Benevente accueille le leader, le Napoli. Cagliari sera face à Spalfellara, puis Atalanta Chievo. Le dernier match en clôture de cette 23e journée aura lieu lundi. La Lazio qui reçoit le Genoa. Et mention spéciale à Kalidou Koulibaly, ce joueur sénégalais qui évolue du côté du Napoli. Il fait du bien à cette défense napolitaine. Le dernier titre de Napoli, c'était en 90, sous l'époque Diego Maradona. Ça fait vieux. Grazie mille, Ezekiel Ayataï. Cette fois-ci, on file au pays où on bat des records. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. À tout seigneur, tout honneur, nous commençons avec le leader intouchable, imperturbable, le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, une victoire éclatante face à Montpellier, qui était pourtant la meilleure défense. Vous voyez comment il commence là? Non, c'est une victoire. C'est une victoire éclatante, c'est 4 buts à 0. Dans ce match, le Paris Saint-Germain n'a pas le Paris Saint-Germain n'a pas encaissé dans cette rencontre-là. 4-0, et Cavani, Neymar 2 fois, et Angel Di Maria qui revient fort et depuis le début de la phase retour. Cavani qui marque un but et qui bat le record de Ibrahimovic, 157 buts. Il devient le meilleur buteur de tous les temps du Paris Saint-Germain. 157 buts en 229 matchs. Roméo, votre commentaire sur Edinson Cavani? C'est un très bon, grand joueur, déterminé surtout à aller de l'avant, qui ne se laisse pas abattre par des petits problèmes de vestiaire. Malheureusement pour lui, il n'est pas très adroit. S'il ne devait battre ce record de Zlatan Ibrahimovic depuis, il en avait eu l'occasion, mais à chaque fois, il retarde ça et cette fois-ci c'est fait. Bravo à Edinson Cavani. Armel Waba? Oui, et moi je l'ai toujours admiré. C'est un joueur très très fort, dans le mental surtout, mais surtout le prototype de joueur que vous ne voyez pas, d'attaquant que vous ne voyez pas aujourd'hui. Les attaquants généralement sont très égoïstes, c'est-à-dire que s'ils ne marquent pas, généralement, d'autres ne marquent pas. C'est un peu comme les présidents.
S'ils n'ont pas le pouvoir, d'autres n'en ont pas. Mais Edinson Cavani se sacrifie pour l'équipe. Oui. On a vu le moment Zlatan Ibrahimovic où le joueur accepte carrément d'aller évoluer sur l'aile qui n'est pas son poste de prédilection. Il a fait avec pendant des années. C'est que de la... Comment dire, de tels joueurs, moi je suis admiré. Voilà, de l'humilité. Et voilà, aujourd'hui, cette humilité, justement, il récolte les fruits et c'est tout bénéf pour lui. Franck, quand Cavani est en forme, il est inarrêtable. Oui, il est inarrêtable. D'abord, c'est un guerrier. Son origine même le prouve, c'est un Indien. Ah, oui. Donc, je pense que c'est des joueurs qui ne se laissent pas abattre facilement. Autrement, avec ce que moi j'appelle un peu un complot des Brésiliens contre lui, il aurait pu démissionner depuis, mais... il a tenu, et même une phrase qui m'a marqué la dernière fois quand il a reçu le trophée, il a dit « Parfois, il est mieux de donner que de recevoir ». C'est quelqu'un qui apprend le français, mais qui a, on va dire, cette sagesse. J'ai été marqué par cette phrase qu'il a prononcée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, qu'il le mérite. Armel a dit quelque chose, si c'était un attaquant à droit comme certains, il aurait pu battre ce record depuis, parce qu'il a l'habitude d'en rater beaucoup aussi. Donc je pense que c'est un bon joueur, humble, sobre, effacé, mais qui est efficace. Quand il veut jouer, il est bon de la tête, il frappe, il est pratiquement complet. Donc pour Cavani aujourd'hui, 157 buts, c'est très bien pour lui. Ezekiel, vous l'avez connu au Napoli, là-bas il faisait la pluie, le beau temps avec Calderon et Hamšík. Marek Hamšík. La Vézi, merci beaucoup. Lui, il y a la personnalité du joueur, je pense, qui en est aussi pour beaucoup, parce que c'est un joueur qui des fois préfère s'effacer pour laisser la place à d'autres. Il est là juste pour son job, mettre le ballon au fond des filets. Le reste, je pense que pour lui, c'est pas très important. Et c'est un joueur qui a de l'envie, c'est un bourreau de travail. Il arrive à se sacrifier pour toute l'équipe. Et c'est sûr que quand il partira, il va pas tweeter « Je suis arrivé comme un roi, je repars comme une légende ». Ça, c'est une citation de quelqu'un, de l'empereur. Et puis dans cette rencontre, les confrères viennent de dire quelque chose de très très important. Dans cette rencontre, vous savez que Neymar a encore marqué sur penalty. Et c'est Cavani qui lui a donné le ballon pour marquer sur penalty, alors qu'on savait qu'avant c'était Cavani qui marquait, qui jouait les penalties. Donc ça montre l'humilité, la maturité, bien sûr de ce joueur. Et on peut avoir des nouvelles de Lyon. Lyon qui a été battu. Elle est partie par Bordeaux de Gustavo Poyet. Oh là là, pour sa première. Pour sa première, 3 buts à 1. Il ne fallait pas donner toute son énergie. Ça, c'est la bonne. Ça. Et après se faire battre par Bordeaux, 3 buts à 1. Oui. Et voilà, déjà vendredi, Dijon qui domine Rennes, 2 buts à 1. Le samedi, Angers qui bat Amiens. 1 but à 0. Oui. Amiens de bien sûr. Gakbe qui est un petit peu blessé également, qui n'a pas joué. Gilles Sounou, voilà, Gilles Sounou. Et Guingamp qui a été battu à domicile par Nantes, 3 buts à 0. Et Nantes de Ranieri qui s'accroche solidement à sa 5e place au classement. Metz de Dosevi Mathieu plutôt. Mathieu blessé également, qui n'a pas joué, mais quand même victoire de Metz, 2 buts à 1 face à Nice. Il faut le faire. Saint-Étienne qui domine de Armel, Saint-Étienne d'Armel qui gagne enfin quand 2 buts à 1. Armel, c'est votre équipe, Saint-Étienne. C'est mon équipe. Toulouse également qui domine 1 but à 0. Lille qui bat dimanche Strasbourg 2 buts à 1. Et voilà, Marseille et Monaco qui font jeu égal, 2 buts partout. 2 buts marseillais signés Adil Rami et puis Valère Germain. Et du côté de Monaco, Keita Baldé et puis Fabinho qui ont marqué pour Monaco. Marseille qui également n'est pas trop décroché par rapport au grand. Ouais, Marseille qui fait, on va dire, une belle deuxième partie de championnat. Depuis la reprise, ils n'ont encaissé que 2 buts. Et c'était la dernière fois contre, on va dire, Monaco. Ils pouvaient même gagner ce match. Ils n'ont pas été solides en défense. D'abord, vous voyez le premier but, on va dire, Adil Rami qui s'oublie un tout petit peu, qui donne le ballon, on va dire, dans le sens de Baldé, Keita. Et puis derrière, lui-même vient égaliser. Ils ont
ont marqué et puis ils n'ont pas su, on va dire, garder cet avantage. Ils se sont fait reprendre. Donc, je pense que Marseille, pour l'instant, se retrouve un tout petit peu, mais l'équipe reste toujours à parfaire pour moi. Donc, c'est une équipe qui a envie de faire quelque chose, mais ils sont un tout petit peu limités. Ils n'ont pas, à mon avis, les moyens pour lutter contre Lyon et puis le Paris Saint-Germain. C'est surtout une équipe qui a eu un coach qui a su faire des recrutements très précis et très aujourd'hui précieux. Ça paye. Oui, aujourd'hui ça paye. Ne serait-ce que Luis Gustavo au milieu de Morgan terrain. Sanson. Voilà, c'est la tour de contrôle. Mis à part peut-être Mitroglou qu'on ne retrouve pas. Mais lui, justement, il est dans le il y a un autre joueur là, Valère Germain, qu'on ne crie pas trop, qu'on n'adule pas trop, mais qui est très très efficace, qui retrouvait son ancienne équipe aussi. Est-ce que Clinton Jean également ne manque pas de temps de jeu à Marseille? En sortie de banc, Clinton Jean apporte à cette équipe. Mais je pense que le problème aujourd'hui de Marseille, c'est que Marseille n'y arrive pas dans les gros matchs. Parce que face aux concurrents directs, aux adversaires directs, Marseille n'a jamais gagné. Sur 9 matchs, ça fait quand même 6 défaites et 3 nuls. Face à Lyon, le PSG, Monaco. Donc je pense que et Nice. Donc je crois que c'est quand même difficile de gagner un titre de cette manière-là. Si Marseille arrive quand même à tutoyer la deuxième place de ce classement, imaginez si Marseille avait gagné ces gros matchs-là, Marseille serait leader de ce championnat. Donc c'est là le mal de l'OM en ce moment. Et on va s'intéresser au classement à l'issue de la 23e journée. Oui, le Paris Saint-Germain toujours premier avec 59 points, 11 points de plus que Lyon deuxième, 48 points, Marseille troisième, 48 points et Monaco quatrième, 47 points. Et puis cinquième, Nantes 37 points. En bas du classement, on retrouve 3 à la 18e place, 24 points. Toulouse 19e avec 23 points. Et puis FC Metz 20e avec 18 points. Et au classement des buteurs, Cavani, toujours 21 points. Maintenant, 21 buts. Neymar qui arrive également, 17 buts. Fekir 16 buts. Et Falcao 16 buts. Et puis Mariano Diaz termine le top 5, je crois, avec 13 buts. Et là, la logique est respectée. Le leader a les meilleurs buteurs, la meilleure attaque. Comme en Espagne. La 24e journée qui débute ce vendredi, Fifi. Oui, Marseille qui reçoit FC Metz. Je crois que ça doit passer pour Marseille. Et Dosevi qui ne jouera pas le samedi. Demain, Lille reçoit le PSG. Amiens joue Saint-Etienne. Montpellier joue Angers. Nice reçoit Toulouse. Strasbourg Bordeaux joue Bordeaux, 3 reçoit Dijon et dimanche Rennes joue Guingamp. Caen sera face à Nantes. Et puis pour le choc de cette 24e journée, l'AS Monaco reçoit Lyon. Ah oui, affiche intéressante entre l'AS Monaco et l'Olympique. Le 4e qui joue le 2e. Ah oui. 1 point d'écart seulement entre les deux. De toutes les façons, donc, nous on suivra de bout en bout cette confrontation et on sera ensemble vendredi pour le débrief. Et Marseille pourra profiter peut-être pour être seul du PSG. Justement. Si jamais ils font match nul. Ou si c'est même Lyon qui gagne et Marseille battait Metz, c'est Marseille qui prend seul la deuxième place. Si Monaco gagnait plutôt, et bien sûr. Marseille s'impose. Monaco doit gagner. Monaco joue à domicile, donc on peut croire. Vous avez souvent vu le stade de Monaco, Louis II, lors des matchs. C'est assez très intéressant. C'est clairsemé. Non, c'est très intéressant. On peut vous écouter de l'autre côté de la tribune. Merci, mille merci, Sa Majesté Fifi Assobavi. Fini pour les majeurs. Il est 10h. Nous ouvrons la page, la rubrique débat des spécialistes. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes.
Oui, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez l'émission Plateau Foot Europe avec l'équipe des spécialistes Fifia Sogbavi, Franck Nounyama, Armel Ouaba, Ezekiel Ayataï et Roméo Yetor. Et nous évoquons, oui, le dossier Mercato hivernal avec, oui, on peut dire des mouvements de part et d'autre. On va s'intéresser d'abord à la première ligue anglaise avec quelques mouvements effectués. On va faire le résumé rapidement. André Ayou, Lucas Moura, Olivier Giroud, Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, on a eu pour ceux qui vont jouer désormais cette première ligue-là. Bien sûr, Aubameyang qui quitte le Borussia Dortmund pour Arsenal pour une somme record de 63 millions d'euros. On a également Lucas Moura. Et vous avez fait les calculs en CFA? Non, j'ai pas pu. On parle de plus de 41 milliards. Je n'ai pas eu le courage. Voilà. Lucas Moura qui quitte le Paris Saint-Germain. Et bien, Franck, il ne va plus mourir. Il va désormais vivre chez les... Il est vivant. Il est vivant maintenant. Chez les Spurs. Il faut qu'il soit titulaire d'abord. On attend, on verra bien. Et puis le gros coup, c'est peut-être celui de Aymeric Laporte, le jeune défenseur. Merci beaucoup, qui a quitté le Bilbao pour Manchester City. Voilà. Exactement. Et maintenant, les mouvements à l'intérieur, on a Olivier Giroud, Franck le disait, qui quitte Arsenal pour Chelsea. André Ayou qui va retrouver Jordan, son petit frère, au Pays de Galles, dans l'équipe de Swansea. Voilà. Et pour finir, ceux qui quittent le championnat anglais, on a notamment le Belge, Michy Batshuayi, qui va découvrir la Roure et le chaud stade du Signal Iduna Park. Et on va s'intéresser à ce transfert-là de Pierre-Emerick Aubameyang. Vous l'attendez du côté d'Arsenal? Oui, forcément, parce que Aubameyang n'est plus en de bons termes avec ses dirigeants au Borussia Dortmund. Il a déjà affiché son désir de quitter le club. Il est parti, il atterrit maintenant on va dire en Angleterre avec Arsenal. Moi, je me pose des questions si c'est pour gagner des trophées. Est-ce qu'avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang va gagner des trophées? Je me pose cette question parce qu'il a dit qu'il se lance un nouveau défi. C'est de gagner des titres, jouer. Est-ce que vous êtes convaincu par ce qu'il dit? Non, pour des titres, ça, je ne suis pas trop convaincu parce qu'il y a mieux ailleurs. Mais si c'est pour découvrir un autre championnat, se lancer un nouveau défi, je suis d'accord avec lui. Mais si c'est pour gagner des titres, il va falloir attendre un peu. Franck Nounyama, Aubameyang quitte la Bundesliga. Oui, à un moment donné, le joueur a été un peu lassé avec ses problèmes avec les dirigeants. Il a manifesté son désir de quitter le club depuis. On a essayé de le forcer à rester. Donc les choses ont été faites la dernière fois et il quitte le Borussia Dortmund pour Arsenal. Un nouveau défi. C'est vrai, c'est une nouvelle aventure avec Arsenal. Mais comme Roméo l'a dit, si c'est pour gagner des titres, je crois qu'il doit patienter, il doit attendre. On peut avoir du beau jeu, mais à l'arrivée, rien. Le dernier titre d'Arsenal, c'est depuis 2004, si je me trompe. Justement. Donc, je pense que le joueur a un peu échoué dans son management parce que il y avait des clubs qui étaient derrière le Paris Saint-Germain. Au moins, avec le Paris Saint-Germain, on peut s'attendre peut-être à des titres. Ça n'a pas réussi. Même la Chine s'est positionnée avec Ebei Fortuna qui voulait avoir le joueur, mais il s'est dit à 28 ans, qu'est-ce que j'irai chercher en Chine? Donc il a préféré se rabattre. Moi je pense que Arsenal c'est un choix au rabais par défaut pour l'international gabonais parce qu'il a voulu un peu plus mais il n'a pas eu. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Quitter là où il y a des problèmes pour peut-être continuer après s'il y a une occasion, il saute là-dessus. Pourquoi pas? C'est le choix du moindre mal. Oui, c'est un transfert certes, mais si jamais il flambe à Arsenal, il peut taper dans l'œil de Real Madrid. Moi, la question que je me suis posée depuis 2 ou 3 saisons maintenant avec Aubameyang, c'est que pourquoi il n'a jamais su trouver un très bon club? Parce qu'il a été l'un des meilleurs buteurs sur les 2 dernières saisons, 3 dernières saisons de la Bundesliga, et il n'a jamais pu rejoindre un club comme Barcelone ou comme le Real, comme encore Manchester United, City ou Chelsea. Bon, je pense que tout dépend du management. Le travail qu'elle fait en offre. Un agent comme, donnez-moi le nom, Mendes et puis Raiola, il allait trouver. Quand je vois Giroud qui ne joue
plus à Arsenal, qui atterrit à Chelsea. Je me pose des questions par rapport à présent. C'est surtout son papa. En plus, oui, c'est ça aussi le problème. C'est aussi ça le problème. On va s'intéresser à André Ayou qui retrouve Swansea et son frère, et puis Lucas Moura qui vient jouer à Tottenham. Pour André, moi aussi, je suis surpris parce que Swansea, actuellement, ce n'est pas la grande forme. S'il faut aller là. Si, c'est la grande forme. Mais sur deux matchs, mais ils sont toujours derniers du championnat. Voilà. Et puis pour Lucas Moura, c'est se refaire une santé comme Serge Aurier entre temps. Serge Aurier, justement. Il faut redémarrer sa carrière. En plus, ce joueur-là, on nous l'avait promis tellement grand. Mais voilà, à un moment, il faut repartir du bon pied. Autre joueur, c'est Aymeric Laporte, le Français qui quitte Bilbao pour City pour la bagatelle de plus de 63 millions d'euros. On a l'impression que City accumule souvent les défenseurs les plus chers. Mangala est passé par là, Otamendi et tous les autres, mais derrière, sur le terrain, c'est pénible à voir. Oui, sauf que pour ceux que tu as cités, c'est des recrutements qui ont été faits par d'autres personnes. Ce recrutement-là, c'est Pep Guardiola lui-même qui l'a désiré, et on sait que quand l'Espagnol désire un joueur, c'est beaucoup plus pour le jeu produit par ce joueur. Et effectivement, quand vous voyez le jeu de Laporte à Bilbao, c'est un joueur fin, qui joue dans les pieds, qui ne dégage pas, tout ce qui convient au jeu de Manchester City. Et on va s'intéresser à la Liga espagnole avec, il y a eu quelques mouvements. Inigo Martinez qui a quitté la Sociedad pour Bilbao, 32 millions d'euros. Mascherano a quitté Barça pour Ebaiche en Chine pour 10 millions. Francis Coquelin a quitté Arsenal pour atterrir à Valence. Et puis Cédric Bakambu, 74 millions d'euros. Et puis Philippe Coutinho, qui quitte Liverpool pour le Barça. Pour le Barça, on a vu le début de Coutinho avec le Barça. Même si pour l'instant, il reste beaucoup à faire du côté du joueur. Je pense que c'est un très bon transfert pour le Barça pour essayer de compenser un peu l'absence au niveau de l'attaque, parce que Messi et Suarez seuls, ça ne suffit pas. Il faut apporter du sang neuf, surtout que le Français aussi se blesse très souvent. Je parle de Ousmane Dembélé. Coutinho qui va apporter de la vitesse, de la vivacité. Quand on sait que le milieu de terrain du Barça également, contrôlé par Iniesta, ça ne tient pas. Coutinho peut jouer, peut être à la fois milieu ou attaquant. Donc ça va apporter beaucoup plus au FC Barcelone. On attend justement les grands débuts de Coutinho. Elle est très attendue. Le Barça. Roméo, est-ce que le Real a fait de recrutement? Zéro. Les gens se sont étonnés, mais pas de recrutement. Pas d'arrivée, pas de départ. Le Real ne s'est pas signalé sur le marché des transferts. Mais c'est quand même curieux, non, cher spécialiste? Ouais, curieux. Mais c'est Zidane. Ou c'est normal? C'est lui, l'entraîneur, qui l'a voulu. Franck, c'est normal? Bon, je ne sais pas par rapport à ses objectifs. Il dit qu'il a un groupe soudé et qu'il n'a pas envie pour l'instant de le déstabiliser. Maintenant, on veut s'accrocher au mercato estival à venir. Il veut pas déstabiliser Benzema. Au mercato estival est déjà. Il semble qu'on a déposé 500 millions d'euros sur la table pour les recrutements à venir. Et la folie des grandeurs de Pérez. Voilà, on pense à Hazard, on pense à Harry Kane, on pense aussi à... Icardi est toujours dans le coup? Bon, il n'est pas cité. Mais 3 joueurs intéressent vraiment Florentino Pérez, dont Kane et puis Hazard. En tout cas, on attend de voir. Le secteur dans lequel le Real devrait se renforcer, c'est la défense. Aujourd'hui, on a un Varane tout le temps blessé. On sait que Pepe Sergio Ramos part en droit également. Nacho qui n'est pas convaincant. Aujourd'hui, on n'a que véritablement 2 joueurs là centraux. Voilà quoi. Pour une grande équipe comme le Real, c'est incompréhensible. Moi, j'ai l'impression que Zizou n'arrive pas à prendre certaines décisions. Parce que c'est un peu difficile faire une très bonne saison avec des joueurs et à un moment donné, vous les laissez sur le banc pour faire avec d'autres joueurs. Ce sont des décisions difficiles à prendre. À un moment donné, il faut les prendre pour le bien de l'équipe. Et là, sans recrutement pour le Real Madrid qui est sur, en tout cas, la Ligue des Champions. C'est la seule compétition qui reste au Real de pouvoir sauver sa saison. Et là, continuer avec les mêmes joueurs, beaucoup de fatigue. On attend de voir. Même si Las Palmas, qui est dans la profondeur du classement, arrive à faire de transferts, qui prend Emmanuel Emenike, ça veut dire tout simplement qu'il y a certains clubs qui veulent au moins remonter dans le classement. Et si le Real n'a pas fait de recrutement, on attend la saison pour juger véritablement Zizou. En tout cas, si par endroit ça ne marche pas pour Zinedine Zidane, Florentino Pérez n'aura pas de difficulté à le limoger. On connaît que beaucoup sont passés par là, mais quel que soit votre nom,
Allez, out. Aucun entraîneur n'est plus grand que l'institution. La Casablanca est une institution. On va s'intéresser à la Serie A avec, on peut dire quelques petits mouvements. Il n'y a pas grand-chose au niveau de la Serie A italienne, mais quelques arrivées quand même. Il y a Jonathan Silva, l'ex-joueur du Sporting Lisbonne, qui est assigné à la Roma pour 6 petits millions d'euros. On peut parler également de la Lazio qui s'est attaché les services de Progom Maloku, un jeune du Bayern Munich, un jeune de 20 ans qui vient du Bayern Munich, la Juve, qui a fait signer Leandro Fernandez, le talentueux milieu offensif néerlandais de 18 ans, en provenance du PSV Eindhoven. Et puis il y a des départs quand même. Inter qui a cédé Yuto Nagatomo, le japonais à Galatasaray, Gianpaolo Pazzini qui a aussi il est toujours dans les circuits. Oui, qui a quitté la Serie A pour la Ligue espagnole. Il a signé à Levante. C'est pour se relancer. Oui, il est en prêt jusqu'à la fin de la saison. On parlera également du Mexicain, Hector Moreno, qui quitte la Roma pour la Real Sociedad, ou encore Moussa Diaby qui est arrivé à Crotone, le jeune Français qui est passé par le PSG. Ah oui, justement, Moussa Diaby. Ce n'est pas Abou Diaby. Ce sont des frères, non? Bon, lui, il se blesse pas souvent. Donc, ils sont pas des vrais. Franck Lougnama, on va s'intéresser à la Bundesliga avec l'arrivée de Vincent Codziello qui a quitté Nice pour Cologne avec pour 3 petits millions d'euros. Manuel Akanji qui a quitté le FC Bâle pour le Borussia Dortmund. Et puis pour terminer, Sandro Wagner, vous en parlez tout à l'heure, qui a quitté Offenheim pour le Bayern. Le Bayern, Sandro Wagner, c'est un bon joueur. On le suivait depuis. Donc ça s'est conclu il y a quelques semaines. De l'autre côté, le dernier également qui a envie peut-être de se donner des chances pour se sortir de la zone rouge, on ne sait pas, et qui a fait venir ce joueur à 3 millions d'euros. Vincent Codziello. Voilà, quand on est dernier, on ne fait pas la folie. Donc c'est par rapport à leurs moyens. Et puis ce joueur qui a quitté Bâle pour le Borussia Dortmund. Donc on a été sobre au cours comme toujours au cours de ce mercato hivernal. Par contre, en Angleterre, c'est 490 millions d'euros, un nouveau record. Donc voilà, ça se comprend. C'est énorme. Il y a Marc Bartra qui a quitté le Borussia Dortmund pour le Betis Séville. Et pour remonter sur Wagner, il porte le numéro 2 pour un attaquant. Voilà, c'est un peu comme Moussa Mazou du Niger. Peut-être que c'est saturé à ce niveau, il n'a plus d'autre choix. Donc, justement. On va s'intéresser également à cette... on va ouvrir une parenthèse, bien sûr. On va s'intéresser à ce beau but de Cheyi Emmanuel Adebayor dans le match face à Karabakh-Sport. 5-0. Vous avez vu tous le but magnifique de Cheyi Adebayor. Et il est en forme, 17 matchs, 9 buts, Fifi. Oui, il est en forme. Il est dans un championnat qui lui permet qui est à sa portée, qui lui permet d'étaler encore ce qui lui reste. Et en tout cas, félicitations. Il a de beaux restes. Il a de beaux restes. De toutes les façons, il est en train de finir, Emmanuel Adebayor. Et ce sera difficile de retrouver le niveau qu'il avait quand il était à Arsenal ou bien quand il était encore à Tottenham ou à City. Mais c'est quand même bien pour lui, pour le moral, pour le joueur. Et on aime bien le voir. Moi, j'ai toujours l'habitude de le dire. Moi, j'aime bien voir Emmanuel Adebayor sur le terrain en train de marquer des buts. Que de le voir ailleurs en train de... Voilà, 3 points de suspension. Istanbul Başakşehir, nouveau leader de la Super League. Un point de Beşiktaş. Exact. Et Galatasaray, pardon. Galatasaray, voilà. C'est très bien pour Emmanuel qui participe à ce festival de buts de son club. Depuis, je crois, décembre, il n'a plus marqué. C'est son premier but en janvier. S'il peut aligner les buts pour se faire plaisir également à son club. On sait qu'en Turquie... de tels joueurs deviennent parfois le capitaine et l'entraîneur comme l'a été Eto'o avec Antalya Sport avant de partir. C'est bien pour Emmanuel. Pourquoi pas. Et puis ce qui est bien pour le club, c'est que c'est le premier qui se qualifie directement pour la Ligue des Champions. S'ils arrivent à maintenir ce rythme-là et s'ils terminent premier, ils seront en Ligue des Champions la saison normal. prochaine. Et la saison dernière, ils ont frôlé de peu. La qualification pour la Ligue européenne des champions. C'est un peu le niveau de ce championnat. Parfois
beaucoup parlent même de championnat exotique. Donc c'est Adebayor se fait plaisir. Mais l'ambiance elle est électrique. Oui, c'est parce que les présidents de ces clubs ont des moyens énormes. Par exemple, Başakşehir soutenu par le président turc Tayyip Erdogan. Donc il y a les moyens. Il y a certains joueurs d'expérience autour d'Emmanuel Adebayor comme Gaël Clichy, Arda Turan. Donc c'est un club qui veut se construire et devenir pourquoi pas un grand de ce championnat comme l'ont été Galatasaray, comme l'ont été Fenerbahçe et tous les autres. Donc je pense que ce but c'est un but magnifique, c'est joli à voir comme il en a l'habitude. Moi j'ai été vraiment intéressé par ce qu'il a fait avec un sang-froid vraiment maîtrisé. Que dire de la célébration? Vous l'avez vu, non? Bon, c'est ça commentaire. C'est ça. On va cette fois-ci s'intéresser. Oui, allez-y. Allez-y. En Angleterre, il y a Mahrez. Ah oui, bien sûr. Justement, Mahrez, le cas Mahrez, c'est quand même assez curieux parce qu'il semble qu'il avait demandé à partir, mais les responsables du club ont posé une fait de non-recevoir. Comment vous l'expliquez, Ezekiel? Oui, il a envie de partir. C'est le 4e mercato où le club lui dit oui, on va te laisser partir, et à la fin, dans les toutes dernières heures du mercato, on referme la porte et il reste au club. Donc pour ce mercato-là, il était sûr de partir, de rejoindre City, et à la fin, c'est le club qui refuse. City qui avait proposé 68 millions d'euros à Leicester, mais du côté de Leicester, on réclame 108 millions pour Riyad Mahrez. Je pense que c'est le joueur, lui, veut partir, il veut quand même quitter le club, et il a dit, il ne comprend pas pourquoi ils ont laissé partir N'Golo Kanté ou encore Drinkwater, mais lui, on ne veut pas lui ouvrir la porte. Donc je pense que peut-être qu'il va aller au bras de fer avec les dirigeants. Il a commencé. Il a fait qu'il n'était pas à l'entraînement la dernière fois. Donc il n'était pas sur la liste, la feuille de match pour jouer face à Everton. Donc je pense que peut-être c'est une erreur du côté des dirigeants de Leicester, parce que le joueur ne sera plus à 100% avec le club, donc il pourra plus se donner peut-être à 100%. Déjà cette saison, ça lui fait quand même 8 buts et 8 passes décisives. Il est en forme. Oui, comme toujours on dira, depuis son titre de meilleur joueur de la Première Ligue, il a été sollicité pratiquement par les grands d'Europe. On a cité le FC Barcelone, les grands. Arsenal. Oui, bon, les grands. On parle des Oui, rapidement. Oui, pour Mahrez, je pense que les dirigeants de Leicester ont été tout simplement méchants, parce que je ne sais pas s'ils se croient encore à la période 2014-2015 où ils ont été champions pour exiger 108 millions d'euros. C'est quand même trop demandé. City même a mais la question, est-ce que Mahrez ne pouvait pas partir juste au lendemain du titre? Oui, il pouvait partir. Maintenant, N'Golo Kanté l'a fait. Oui, justement. S'il l'a fait, c'est peut-être parce qu'il se sent encore bien. Problème d'argent? De quel côté? De côté de Mahrez? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il aurait pu même avoir beaucoup plus de salaire, beaucoup plus d'argent. Non, problème d'agent. Agent sportif. Agent sportif. Ça pourrait être possible parce qu'on l'avait annoncé au Barça. Voilà. Ça n'a pas réussi à Arsenal. Ça n'a pas réussi à Roma. Je pense qu'il y a eu un petit problème aussi au niveau de son management. Il fallait partir, mais maintenant, je crois que Leicester a besoin du joueur avec l'arrivée de Puel. On a mis la barrière autour de lui pour peut-être le pousser vers le mercato estival, et on veut qu'il termine la saison avec Leicester parce qu'il a encore beaucoup à donner, parce que c'est le meilleur joueur actuel, l'un des meilleurs actuellement au niveau de Leicester. Donc il entre en bras de fer. Ça ne fait pas du bien au club, ça ne fait pas du bien au joueur lui-même. On va remonter un peu le générique et juste derrière, on parle du terme sportif. Nous sommes toujours dans Plateau Foot Europe, Fifia Sogbavi avec vous. Nous nous intéressons au terme sportif, l'expression tambour battant. Oui, tambour battant, quand on prend le thème comme ça, pour l'expliquer, c'est tambour, on sait que c'est un instrument de musique. Et puis quand on dit tambour battant, c'est qu'un tambour qui fait du bruit, qui voilà. Donc maintenant, sur le plan comment je veux dire, au sens figuré, bien sûr. Quand on parle de tambour battant, on peut dire énergiquement, promptement, vivement ou bien rapido, presque
Presto, voilà. Donc maintenant, quand on vient sur le plan footballistique, souvent on parle d'un match qui démarre tambour battant. On veut dire que ce match-là a commencé à vive allure. Les 22 acteurs sont engagés. Il n'y a pas eu d'observation. Ils sont engagés. Ils sont allés au duel rapidement. Mais on parle également d'un club qui commence par exemple le championnat ou commence la saison tambour battant, un club qui peut-être après 5 journées, après 6 journées aligné rien que des victoires comme City. Voilà, comme City. La première saison. Voilà, donc ce club-là, on peut dire que ce club-là a commencé le championnat tambour battant. Donc voilà, c'est à peu près l'explication que peut donner sur le plan footballistique au thème tambour battant. Quelque chose à ajouter? Trop clair. Par rapport à la professeure Fifi? Oui, tambour battant, lorsqu'on tape sur un tambour, vous voyez du bruit que ça fait. Et un club qui rentre dans un championnat de façon fracassante et qui gagne, qui fait du bruit de façon positive, on va dire. Donc, c'est un peu ça, le rapprochement entre le bruit que donne un tambour quand il y a de l'ambiance et il y a de la fête autour. Donc, voilà un peu. Et on a bien compris. Tambour battant au village. Vous imaginez les matchs de football au village? Finalement, City est en train de faire ça. Et l'opposé, le contraire de ce thème-là, je crois que c'est moteur diesel. Là, on commence tout doucement. Ok. On met tambour battant. Comme quel club actuellement? Assez intéressant. Merci beaucoup, professeur, parce que là, vous avez les titres de professeur. D'accord, merci. Pour le terme sportif tambour battant. Et cette fois-ci, on va faire le tour de table des spécialistes avec le top 3 africain. Nous donnons la parole à Franck Nounyama pour votre top 3 africain du week-end. Top 3, on va mettre qui devant. Pour moi, il n'y en a pas. Je vois un deuxième, Emmanuel Adebayor. et puis voilà, c'est tout. Hein. Oui. J'ai pas de top 3. D'accord. Rapidement, Armel, et vous? Qu'est-ce que vous nous mettez? Oui, il y a Adebayor. Oui. Moi, j'ai 2 personnes. Oui. Et puis, un très jeune, Nicolas Pepe. Nicolas Pepe de Lille. De Lille, oui. Voilà, on n'en parle pas beaucoup, mais quand vous suivez ses matchs, il est technique, il est vraiment tactique et très fort. Gorgé d'énergie également. Voilà, c'est le deuxième. Et le troisième, j'en ai pas. Et lui passe. Roméo, vous en avez? Mohamed Salah, comme toujours. Ah oui, il a été buteur. Emmanuel Adebayor Cheyi, l'Africain, le Ghanéen de l'Atlético Madrid. Thomas Partey. Qui a marqué. Bien sûr. Fifi Assobabi. Oui, je veux bien mettre Emmanuel Adebayor premier. Oui. Deuxième, Mohamed Salah. Oui. Et puis troisième, Nabil Keita de Monaco. Qui a marqué face à Keita Baldé. Keita Baldé plutôt. Justement. Et on va s'intéresser cette fois-ci aux questions des auditeurs. Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe. Alors, la première question qui nous est parvenue, on nous pose la question de savoir comment et pourquoi David Beckham a pu créer son club de football. La question est de Gagnon Djouadji. Quelqu'un a la réponse? Oui. Comment? Oui. Comment d'abord parce que Beckham a fait les démarches, voilà. Et puis, les démarches exigeaient 150 millions de dollars. Pour créer un club dans la MLS des États-Unis. Oui, la Major League Soccer. Voilà. Maintenant, Beckham a négocié. Il a payé 6 fois moins. Et cela lui a été permis parce que Beckham a rendu des services à ce championnat-là ou, si vous voulez, à cette fédération, ne serait-ce que pour la visibilité. Mais il faut dire que le chemin n'a pas été facile. Voilà, parsemé. Comme d'ailleurs tout projet que l'on veut monter, il y a des difficultés à rencontrer, notamment celles des hommes d'affaires. D'abord, des hommes d'affaires dans le domaine portuaire, puisque un club, ça suppose un terrain. Et pour trouver le terrain à Miami, on a voulu construire près d'un port. Les hommes d'affaires de portugais ne voulaient pas. Il est maintenant allé dans le domaine agricole, c'est-à-dire près des terres agricoles. Eux aussi se sont révoltés. Il faut savoir que ces hommes-là sont très puissants, puisqu'ils ont l'argent. Voilà. Mais finalement, à la fin de cette année 2017, il a eu l'accord et actuellement, Beckham va créer son club qui va s'appeler Miami Beckham United. Ah oui, c'est assez intéressant. Miami Beckham United. Il a mis environ, disons, 4 ans pour y arriver, puisqu'il a commencé depuis 4 ans, mais ça n'aboutissait pas.
il y a toujours des rebondissements jusqu'à ce que ça n'aboutisse aujourd'hui. Beckham, c'est vrai, on sait qu'il a un pied droit, magique. On sait qu'il a une marque personnelle aussi qui est florissante. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur avisé du foot business. Et accompagné également par son épouse. Hein. L'ancienne des Spice Girls. Donc, on sait un peu ce que l'image de Beckham peut apporter à la MLS. Bien, deuxième question. Pourquoi Samuel Eto'o a changé de club à Alassane Koriko? Samuel Eto'o, il est au sommet de son art. Avec le club, il a été capitaine et en même temps entraîneur parfois. Ah, d'accord. Donc, il est parti juste pour faire remonter Konya Sport qui est très mal cassé. Ça peut permettre à ce club de remonter un peu dans le classement. C'est sacré. C'est l'image de Samuel Eto'o fils. Bon, même s'il n'est plus en tant que tel au sommet, c'est quelqu'un qui est respecté et dont l'image peut toujours apporter quelque chose. Donc il y va pour un autre défi sportif et puis il est à 2,5 millions d'euros comme salaire. Donc, en Turquie. Oui. Donc c'est pas mal, hein. C'est énorme. C'est énorme. Ça ne lui fait rien. Ça ne fait rien, mais c'est quelqu'un qui veut continuer par apporter ses services et voilà. Donc et surtout l'image également. Vous savez, il y tient beaucoup. Ah oui, il y tient beaucoup. Il était à l'investiture de Mr. George Weah, le président la dernière fois du Libéria. Eto'o a tellement une image que lorsqu'il est passé par la Sampdoria de Gênes, il était beaucoup plus adulé par rapport au président. Et donc il est reparti. Il payait même ses coéquipiers. Imaginez. On va s'intéresser à une troisième question. On a déjà même eu une partie de la réponse. Des nouvelles de Mathieu Dosevi, toujours blessé en convalescence. En convalescence pour 3 semaines. Il va revenir très bientôt. Il a déjà, je crois, fait une semaine de repos. Une dizaine de jours. Voilà, donc et on l'a même suivi la dernière fois dans une émission d'une chaîne internationale où il était bien entouré. Bien, c'est fini pour les questions des auditeurs et là on va faire les dédicaces, saluer certains inconditionnels. Oui, Roméo Yetor. Badé, enfant de 17 ans, Gildas Dadewi, bonjour. Enfant de 17 ans. Enfant de 17 ans. Moi je salue toutes nos auditrices et puis tous nos auditeurs qui nous ont suivis. Franck Nounyama. Oui, bonjour à Kenneth, Nounyama, Pascal, Daniel. Bonjour à Esther, bonjour à Titi, bonjour à Akpene, Léonce Bati, Innocent le taximan, One Love le Barcelonais et puis tous ceux qui sont des fans de cette émission. Ezekiel, Aïl Ataï. Bonjour à Elliot Mablé, Manu Akwete, Bill Cha, Maousi Motor, Rachid Alassani, à toute l'équipe de Mouzou FC, Fomé le Barcelonais de Hanukopé, Boga, le Mancunien, et puis sans oublier l'homme de la Vecchia Señora, Poti. Et voilà, et tous ceux qui nous suivent du côté de Décan également, Pabzini et tous les autres. Coretti. Bonjour à Clarence, bonjour à Donné Appellité, un ami, et puis un autre ami qui a son anniversaire aujourd'hui, Ansa. Bon anniversaire à Basile Aye, et puis à toute la famille Fradeja. Bonjour à Brocadio Faustin. Salut également Kofi Nanja, Djobo Fofo le Grand, Labi, Lucas Signon, Désiré, Gordo, Bobo, Dovi, tous ceux qui sont sur la plateforme fan PFE. Nous saluons également Raymond Assiombo, Joël Aïe et sans oublier Ben Ayassou. Dagan la Madrilène. Ah oui, Dagan la Madrilène, Sika, Léonce de Pémé, Yvette Clousset. Et puis qui encore Bonjour à l'honorable Honorable Joseph Akoda. Sans oublier tous les Madrilènes de la maison, Latif, Jules, Foudou Seydou. Et l'homme Doc Black qui est tombé malade à cause de Manchester United. Ouh là là. Non, vivement. Bon courage à toi. Qu'ils se remettent. Justement. Merci Roméo Yetor. Oui, c'est un plaisir. Fifi, merci. Franck Nounyama, merci à toi. Merci à Oviderzé. Le plaisir est pour moi. Merci également à Elom Adovon qui a assuré la vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur la page web de la radio de www.radiosportfm.tg.com. Mise en onde de cette émission, Sa Majesté Pédagie Mekou. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous vendredi avec le même plaisir sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot.